Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Murders Explained, et dans la vidéo d'aujourd'hui on va parler d'une histoire que j'ai trouvée assez tragique parce que je vais vous parler d'une talentueuse rédactrice de musique mais aussi actrice de théâtre qui avait seulement 19 ans et qui a été attaquée et assassinée par un de ses amis proches. Et d'ailleurs cet homme était même son premier amour, donc vous allez voir que c'est une histoire qui est très triste à entendre. À ce jour cet homme maintient toujours son innocence, mais comme vous allez vous en rendre compte au fil de la vidéo, il y a énormément de choses contre lui. C'est l'histoire dont on va parler aujourd'hui, donc je vais vous laisser vous asseoir confortablement, liker cette vidéo, la commenter à la fin avec votre théorie et vous abonner à la chaîne pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés. Pour planter le décor, nous sommes aux États-Unis, en Géorgie, à Athletan, et Jessie Blodgett est née en 1994. Finalement, elle va déménager au Wisconsin avec ses parents Buck et Joy Blodgett. Jessie était une fille extrêmement brillante et talentueuse, elle s'en sortait vraiment bien dans tous ses cours, elle a même commencé des activités extrascolaires pour pouvoir s'occuper en dehors de ses cours, elle faisait du piano depuis l'âge de très jeune en fait, et elle était aussi intéressée par le chant, la danse et le jeu d'acteur. C'est pour ça que, comme vous l'avez compris dans la présentation, elle va essayer d'en faire son métier. Et d'ailleurs, je le pose là, mais elle aurait eu vraiment beaucoup d'opportunités dans la vie si celle-ci ne lui avait pas été retirée. En grandissant, Jessie est aussi devenue quelqu'un d'engagé parce que, en grandissant tout simplement, elle s'est rendue compte qu'il y avait beaucoup de choses dans ce monde qui n'allaient pas, qui clochent, etc. Elle s'est rendue compte des choses terribles qui pouvaient se produire dans les pays voisins et tout ça, et elle voulait aider et changer le monde. Elle était militante pour les droits des animaux et défendait énormément la cause animale. Elle était aussi impliquée pour l'environnement, la justice sociale et les femmes victimes de maltraitance par les hommes. Bien que je le rappelle que ça arrive aussi dans l'autre sens, mais elle était vraiment engagée dans ces combats-là. Et honnêtement, ce sont des beaux combats qu'elle défendait avec un bel honneur. Mais comme vous le voyez, Jessie était quelqu'un de passionné. Elle avait beaucoup de passion, sa principale passion étant de chanter et d'écrire sa propre musique. Donc malgré toutes les causes qu'elle défendait et toutes les branches et toutes les cordes même qu'elle avait à ses arcs, parce que je pense que c'est des arcs différents, ce qui la faisait vraiment vibrer, etc., c'était la musique. Ses amis disaient d'ailleurs que lorsqu'ils venaient lui rendre visite, ou peu importe l'endroit, mais s'il y avait un piano, Jessie jouait tout le temps une musique pour eux parce qu'elle adorait ça et que eux aussi adoraient l'entendre jouer. Son ami le plus proche au lycée, donc son BFF, son best friend si vous voulez, c'était un garçon nommé Daniel Bartelt. Il avait également 19 ans au moment de cette affaire. Beaucoup diront que c'était un peu la version masculine de Jessie. Il était super talentueux, il était super brillant, il avait de très bonnes notes à l'école et il aimait également la musique et le jeu d'acteur comme Jessie, donc évidemment que les deux allaient forcément connecter sur quelqu'un point. Il était connu comme le rigolo par ses camarades, c'était vraiment celui qui faisait énormément de blagues, et au fil du temps en fait, vu qu'il y avait des petits groupes à l'école, vous savez, pour jouer de la musique ou faire du théâtre, etc., et Daniel lui a pu jouer du violon dans une des pièces où Jessie jouait aussi soit du piano, soit elle faisait du jeu d'acteur, je ne sais plus exactement, elle en a fait vraiment énormément, mais bref, c'est à ce moment-là qu'ils vont commencer à se voir en fait et à se rencontrer. Les deux se sont rencontrés à la première année du lycée, donc en seconde, et ils sont instantanément connectés, comme je vous l'ai dit. C'était logique vu les points communs qu'ils avaient. Comme je vous l'ai dit, ils étaient totalement pareils, ils avaient absolument tout en commun, donc ils ont décidé de passer d'une relation amicale ou collègue d'école si vous voulez, à quelque chose d'un peu plus intime, une relation amoureuse. Cependant, et malheureusement, après 4 mois, Daniel a décidé qu'il n'aimait pas vraiment être en couple avec Jessie et il lui a dit, parce qu'il le pensait, qu'il s'entendrait beaucoup mieux et bel et bien mieux en ami. Jessie ne se prenait pas du tout la tête, elle était totalement ok avec ce que lui disait, elle allait pas essayer de lui courir après, de le rattraper ou quoi que ce soit, elle était juste d'accord avec ça, donc les deux ont continué à être les meilleurs amis du monde tout au long du lycée et même jusqu'à l'université. Malheureusement, en commençant l'université, bien qu'ils soient restés amis,
États-Unis. Ils n'étaient pas proches géographiquement parlant, donc ça a créé une petite distance entre eux, sachant que Danielle est allée à une université hors de l'état du Wisconsin et que Jessie, elle, est restée dans le Wisconsin. D'ailleurs, Jessie, à ce moment-là, elle avait, je l'ai pas dit, mais un emploi à temps partiel, elle avait un petit travail et elle a décidé de quitter ce petit travail pour ouvrir sa propre entreprise. Donc elle voulait vraiment vivre de ses passions et dans son entreprise, elle donnait des cours de musique, elle enseignait aussi le chant, le piano et le violon. Et il faut savoir que 2 mois après l'ouverture de son entreprise, elle avait déjà 26 étudiants et l'entreprise était vraiment dans une bonne montée. Mais à côté de ça, Jessie était tellement brillante, elle avait tellement des bons diplômes et des bonnes remarques de partout qu'elle recevait également d'autres offres d'emploi. Par exemple, l'église locale voulait qu'elle soit leur chef de chœur par rapport à la musique, vous savez. On lui a aussi proposé un emploi comme tuteur, tutrice pour les enfants défavorisés dans le domaine de la musique pour qu'elle puisse leur transmettre des choses. Donc elle avait vraiment beaucoup de choix sur la branche qu'elle aurait pu choisir plus tard dans son avenir professionnel. Et je rappelle qu'elle avait à peine 19 ans, donc c'est quand même à souligner. Elle était tellement excellente, en fait, je pense que c'est le mot qu'il faut utiliser dans tout ce qu'elle faisait, tout ce qu'elle entreprenait par rapport à la musique et tout, qu'il y avait vraiment beaucoup de choses qui s'ouvraient à elle et qui lui souriaient tout au long de son adolescence. Mais le plus grand rêve de Jessie était de devenir professeure de chorale pour les étudiants et elle voulait enseigner à au moins 100 étudiants par an. Elle voulait vraiment que sa musique ait un impact sur les gens, sur les autres et que peut-être elle puisse changer le monde à travers les paroles qu'il y avait à l'intérieur. C'était pour vous faire une présentation de Jessie. Personnellement, j'ai trouvé l'histoire très triste parce que comme vous le voyez, on était vraiment sur quelqu'un qui avait l'air, du moins d'après les recherches que j'ai pu faire, d'avoir un bon fond, de vouloir faire de bonnes choses, de véhiculer de bons messages et malheureusement, vous allez voir que tout ceci a tourné au drame. À l'été 2013, après la fin de la première année d'université, tous les amis de Jessie étaient de retour dans le Wisconsin pour les vacances. Donc vous savez, quand l'année se termine, on rentre un peu voir ce qui se passe au bercail. D'ailleurs, il y avait son meilleur ami, Daniel Bartelt. Les nouvelles que Daniel va donner à Jessie vont la surprendre parce qu'il va lui dire qu'il a quitté l'université parce qu'il pensait plus que c'était la bonne voie pour lui. Donc ça va vraiment étonner Jessie parce que elle était, la dernière fois qu'elle l'avait vu, il était à fond dans la musique, dans l'université de musique, etc. Donc elle va être surprise, mais elle va se dire ok, parce que ça veut dire que du coup il va rester dans le Wisconsin à nouveau de manière permanente. Donc égoïstement parlant, c'est vrai qu'on peut comprendre Jessie, elle qui voulait rester avec son amie parce que elle était un peu seule en fait dans le Wisconsin. À partir de là, leur amitié va redémarrer de nouveau, ils vont se rapprocher comme lorsque, avant le départ pour l'université, ils se sont vus quasiment tout le temps, c'était tout comme avant et en fait ils ont été inséparables tout l'été. Ils écrivaient de la musique ensemble, ils chantaient ensemble, ils enregistraient des choses ensemble, ils faisaient énormément d'activités ensemble et ils passaient vraiment de bons moments. D'ailleurs, ils vont même être choisis tous les deux pour jouer des rôles principaux dans 2 pièces de théâtre différentes. Jessie était le fiddler de The Fiddler of the Roof et Daniel était dans Bye Bye Birdie. La performance de Jessie, la première, a eu lieu le 14 juillet 2013 et elle a extrêmement bien joué. Le soir même, elle va d'ailleurs assister à une fête dehors, une pool party comme on appelle ça, avec une piscine, etc. avec tous les membres de la production. Je sais pas si c'est de la production, je sais plus c'est quoi pour le théâtre, mais tout le monde en fait, les acteurs, les maquilleurs, etc. pour un peu débriefer de la soirée, etc. Elle semblait y être heureuse parce qu'il y a des images qui ont été enregistrées et bien s'amuser. Pourtant, lorsqu'elle va rentrer chez elle, plus tard dans la nuit, elle va confier à sa mère que 2 hommes beaucoup plus âgés l'auraient embêtée à tel point où ça l'aurait rendue extrêmement gênée. En fait, elle se sentait mal à l'aise et elle se sentait tellement mal à l'aise qu'elle a écrit par rapport à ça dans son journal intime et c'est comme ça qu'on aura les informations un peu plus tard. Le lendemain matin de cette pool party et de cette représentation, Joy, la mère de Jessie, était partie pour le travail, du moins elle allait partir, et elle a décidé de faire un check-up de Jessie avant son départ pour voir si elle était là, si ça se passait bien, étant donné que la nuit précédente n'avait pas l'air forcément folle et elle y dormait profondément dans son lit. Seulement 4 heures plus tard, Joy rentre du travail pendant sa pause déjeuner et la maison est extrêmement silencieuse. Le père Buck était toujours au travail, mais normalement Jessie faisait toujours une sorte de bruit parce que soit elle chantait, soit elle faisait du piano, soit elle faisait du violon, soit juste elle vivait dans la maison, mais bref, il y avait vraiment tout le temps du bruit, ou alors quand elle ne faisait rien de tout ça, la mère dira que généralement Jessie descendait voir sa mère à son arrivée pour la saluer, etc., etc. Mais ce jour-là,
c'était le silence total. Joy a commencé à crier dans les escaliers pour tenter de réveiller Jessie parce qu'elle se dit bah elle dort encore, mais la journée elle a déjà commencé depuis un moment, donc c'était vraiment étrange, surtout qu'il n'y a eu aucune réponse. Elle est montée à l'étage, elle est rentrée dans la chambre de Jessie, et c'est alors qu'elle l'a vue dans son lit, bleue au visage, ne respirant pas, et elle a appelé le 911. La police et une ambulance vont être immédiatement envoyées au domicile familial, mais malheureusement Jessie était déjà morte. Pendant l'appel du 911, il me semble que je l'ai retrouvé, j'essaierai de vous mettre un extrait, on peut entendre le chagrin et la panique dans la voix de Joy parce qu'elle va juste dire que sa fille est froide, qu'elle a des marques d'étranglement sur son cou et que son pantalon est légèrement mouillé. Lorsque la police arrive, ils entrent dans cette pièce, dans la chambre, ils vont vérifier le corps de Jessie et ils essayent en fait de trouver des preuves pour pouvoir les amener pour analyse. Ils ont trouvé des marques de ligature, donc d'étranglement à la corde, au cou, mais aussi sur ses poignets, et donc ils vont tout de suite penser qu'elle a été attachée et la cause de sa mort serait à ce moment-là, d'après les pensées, l'étranglement. Comme je vous l'ai dit, la mère dira qu'il y avait un peu de mouillé, c'était sur son pantalon et sur ses cheveux, donc ça fait penser que la personne aurait essayé d'effacer toute trace ADN de son crime. Mais un truc bizarre, les enquêteurs ils vont remarquer que sur le lieu du crime, il n'y a eu aucune infraction. Il n'y a personne qui a essayé de forcer la porte, il n'y a personne qui a essayé de forcer la fenêtre, il n'y a personne qui a essayé de forcer quoi que ce soit, donc soit la personne qui a agressé Jessie la connaissait et savait exactement où elle vivait, etc. et Jessie l'aurait laissé rentrer, soit cette personne avait un double des clés. Joy va tout de suite contrecarrer ça en disant qu'ils ne verrouillent généralement jamais la porte parce qu'ils sont dans un petit village tranquille, dans un quartier tranquille et qu'il se passe jamais rien de ce style, enfin il n'y a pas de meurtre à l'étranglement de ce style, donc elle va dire que c'était une erreur mais que généralement elle ne verrouille jamais la porte. Donc la question peut se prolonger un peu plus loin, est-ce que c'est juste quelqu'un qui passait par là et qui voulait tuer quelqu'un et qui s'est dit oh cette porte est ouverte et je vais rentrer, ou est-ce qu'on est vraiment sur quelqu'un qui connaît Jessie? La mère veut aussi se rappeler d'une histoire, l'histoire que Jessie lui a racontée le soir d'avant où elle disait que 2-3 personnes âgées l'avaient rendue tellement embarrassée et gênée qu'elle a décidé de rentrer, de raconter ça à sa mère et de l'écrire dans son journal intime, et donc on se disait que peut-être l'un d'entre eux l'avait suivi et était entré par effraction dans la maison. La police a retrouvé ces hommes, ils ont été interrogés et ils ont été libérés après quelques temps parce qu'il ne s'agissait absolument pas d'eux et ils étaient certainement lourdingues en vue de la soirée. Donc petit message, si vous êtes en soirée, que vous avez bu un peu d'alcool et qu'on essaie de vous faire comprendre que vous êtes gênant ou que nous sommes gênés du fait de votre présence ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à juste passer à autre chose. Voilà, petit message de prévention pour les gens qui risquent d'être un peu forceurs en soirée. Et là, il y a un plot twist qui est arrivé dans cette affaire parce que ce que les enquêteurs du Wisconsin ne savaient pas, c'est que la police d'une autre ville cherchait également le même suspect, mais pour un crime totalement différent. 3 jours avant le meurtre de Jessie, une femme nommée Melissa Richards a été attaquée par un homme avec un couteau alors qu'elle promenait son chien au parc. Moi qui me dis qu'aujourd'hui c'est très compliqué de promener son chien à cause des chasseurs, eux c'est à cause des tueurs. L'agresseur s'est approché de Melissa, elle a décidé de se défendre, je ne sais pas de quelle force et de quel courage elle a eu ça, mais elle a attrapé le couteau par la lame et elle a décidé de le retourner et elle a décidé de combattre son agresseur. Et elle dira aux enquêteurs plus tard, lorsqu'elle va raconter sa version et ce qui s'est passé, qu'en fait elle n'avait pas le choix parce que c'était soit elle se défendait et elle sauvait sa vie et celle de son chien, soit elle laissait cet homme faire tout ce qu'il voulait à elle et son chien. Finalement cet homme va finir par prendre peur parce qu'il va se dire oh my god, mais elle se défend, et il va tracer ça. Melissa est quelqu'un qui est absolument maligne. Elle va tout de suite, mais vraiment tout de suite, appeler la police, expliquer ce qui s'est passé pour pouvoir décrire l'agresseur dans les 5 minutes où elle l'a vu. Donc elle va le décrire comme un homme blanc, âgé de 18 à 20 ans, cheveux blonds clairs, peau très claire, et il portait un short et des lunettes à forme carrée. Elle a aussi retrouvé la description de son véhicule, donc elle l'a donné, c'était une Dodge Caravan bleue, et elle se rappelait même la place de stationnement sur laquelle il était garé. Donc c'est pour ça que je dis qu'elle a été extrêmement maligne, puisque déjà courageuse de se défendre et de riposter, mais en plus tout de suite de se dire je dois prendre toutes les informations et les donner aux autorités pour retrouver cette personne le plus vite possible. Donc on a réussi à esquisser un petit portrait de cet homme et il est sorti. Donc la police, elle était totalement sûre qu'elle allait recevoir des tonnes d'appels et des informations sur qui était cet homme, vu la description absolument détaillée, la place de parking, tout ça, mais personne n'a appelé. Cependant, c'est un policier qui a appelé, un policier d'une autre ville, d'une ville voisine, il a appelé et il leur a dit qu'il se souvenait de cette voiture exacte, du modèle et de la place, etc. dans cette place, mais ceci s'était déroulé quelques temps avant l'agression.
Et en vrai, ça c'était une très très grande avancée. Pourquoi? Parce que du fait qu'il y avait tout le temps cette place ici, il avait en tant que policier déjà relevé des plaques d'immatriculation, etc., etc. Et ils ont pu retrouver la plaque d'immatriculation qui correspond à ce véhicule et donc retracer ce véhicule à quelqu'un. Seulement, le propriétaire du véhicule était très très différent de l'homme que Melissa avait décrit et le véhicule appartenait en fait à un couple d'âge moyen. Donc la police est allée interviewer le couple, ils sont allés vers eux, ça avait l'air d'être des parents, tu vois. Donc ils ont demandé à qui auriez-vous prêté cette voiture ou tout ça et ils vont dire qu'ils l'auraient prêté à leur fils qui l'empruntait pour aller au travail. On va leur montrer une photo de ce fils et ce fils correspond comme 2 gouttes d'eau à la description que Melissa a donnée. Ils ont donné son numéro de téléphone à la police et c'est comme ça que l'enquête va pouvoir avancer. Mais avant d'aller un peu plus loin, je tenais à dire que ce sont des parents qui sont totalement des bonnes personnes parce que il me semble qu'aux États-Unis, il y a quand même beaucoup de gens qui se défendent entre eux et là, ils ont donné tout de suite le numéro de téléphone, enfin ils ont coopéré et je trouve que c'est quelque chose qui a souligné quand même parce que ça reste ton enfant donc ça doit être très délicat, mais coopérer avec la police contre ton enfant, je pense que c'est à souligner et à respecter. Pour en revenir à notre histoire, le tueur de Jessie était toujours un mystère. Toute sa famille et ses amis étaient encore en train de pleurer la perte de Jessie. Les parents ont décidé de tenir une veillée d'honneur pour la mémoire de Jessie. Et il y avait toute sa famille, ses élèves et vraiment ses amis qui étaient là. Ils pouvaient venir partager des histoires sur elle en ramenant des souvenirs et surtout se souvenir de tous les bons moments et toutes les choses à son sujet. Quelqu'un a assisté à cette cérémonie, il s'agit de Daniel qui était là et au milieu de la cérémonie, son téléphone a sonné. On l'a entendu dire « Oui bien sûr, j'arrive tout de suite ». À l'autre bout de cet appel téléphonique, il y avait la police. Parce que oui, Daniel était le fils du fameux couple concernant l'affaire Melissa Richards. Après avoir raccroché de cet appel, Daniel a levé les yeux et il a dit à tout le monde que la police venait de l'appeler et qu'il lui avait demandé de venir. À ce moment-là, personne d'autre n'était au courant de l'attaque qui s'était produite dans une ville voisine avec Melissa. Donc tout le monde s'est tout simplement dit qu'il était entendu par rapport à l'histoire avec Jessie. Peut-être qu'il avait des informations, voulait lui poser des questions ou quoi que ce soit. D'ailleurs, Joy a même réconforté Daniel et lui a dit « Ne t'inquiète pas, la police va simplement te poser des questions, ils vont contacter tout le monde, tout ça pour obtenir des informations, chose qui, franchement, c'est ce que j'aurais pensé aussi. » Dan quitte la pièce et il descend au poste de police. L'enquêteur était totalement perplexe face à lui parce qu'il a dit que Dan n'a même jamais demandé pourquoi est-ce qu'il était interrogé. C'est comme s'il le savait. Lorsque Daniel est arrivé, lui et le détective ont commencé à avoir une petite conversation parce qu'il y avait la paperasse qui devait être faite derrière, etc. etc. Et il lui a demandé comme ça, tu faisais quoi ce soir? Daniel a dit qu'il assistait à la veillée de Jessie Blodgett. Et comme ce détective venait d'une autre ville, il comprenait pas trop, mais il avait entendu parler de l'affaire de Jessie, il connaissait aucun détail. Il a demandé à Daniel ce qui est arrivé à Jessie et il a dit qu'il pensait que quelqu'un l'avait violée et assassinée. Jusqu'à maintenant, personne n'a parlé de viol, n'est-ce pas? Au même moment, la paperasse a été réglée et on est donc rentré sur l'affaire Melissa Richards. La police demande naturellement à Daniel « Mais où étais-tu pendant l'attaque de Melissa ?» Il lui demande s'il est passé dans ce parc ou quoi que ce soit. Il a dit que oui, il passe régulièrement dans ce parc, mais pas ce jour-là. Il a continué à nier, mais lorsqu'il parlait, on dira qu'il parlait beaucoup avec les mains, comme ça, comme ça, comme ça. Et l'autre détective qui était dans la pièce aura remarqué une petite entaille en fait sur le bras. La police demande donc à Daniel comment c'est arrivé et il va dire que il est tombé, que quelque chose lui est tombé dessus, etc. On lui a donc demandé de montrer ses bras, mais aussi la paume de ses mains et on a trouvé des blessures de crevaison sur les pouces. Donc les détectives ont demandé mais d'où ça vient. Daniel a dit qu'il a été frappé par un clou lorsqu'il était au travail. Donc les autorités ont commencé à lui poser des questions sur son travail et la vérité a fini par sortir. Daniel n'avait pas de travail, il n'avait aucun travail et il mentait juste à ses parents par rapport à ça. Il se levait le matin, il s'habillait, il préparait son déjeuner, il prenait la voiture de ses parents et partait à son travail fictif. Ce qu'il faisait vraiment, c'était prendre la voiture, conduire dans des endroits aléatoires comme des parcs, des grandes rues, etc. Et il faisait tout ce qu'il voulait. De toute évidence, les détectives lui ont demandé comment est-ce qu'il a eu cette blessure au pouce. Parce que si t'as pas de travail, tu peux pas avoir de blessure. Enfin si, on peut, mais dans son récit, non. Donc il change de version. Je me suis blessé au pouce parce que je coupais des légumes chez moi et je me suis coupé le doigt. Le détective ne croyait pas du tout à cette histoire parce que si c'était vrai, pourquoi est-ce qu'il aurait menti juste avant avec l'histoire du faux travail? Donc ils l'ont tout simplement regardé droit dans les yeux et ils lui ont dit «
Daniel, nous savons que tu mens. Donc Daniel va finalement avouer être celui qui a attaqué Melissa, et lorsqu'on lui a demandé pourquoi est-ce qu'il a fait ça, il a expliqué qu'il voulait juste lui faire peur. Il n'avait pas l'intention de la tuer, il n'avait pas du tout l'intention d'aller jusque là, mais il voulait juste lui faire peur. Il ira plus loin dans son histoire, il va raconter que depuis qu'il a quitté l'université, il a peur de beaucoup de choses. Il est effrayé par la vie, il est effrayé par absolument tout, les autres l'angoissent, et il voulait juste que les autres se sentent effrayés aussi. C'est quelque chose que je trouve triste, mais en même temps pas à faire, tu vois. Je trouve ça triste qu'il se sente effrayé de tout en quittant l'université. Je pense qu'il a tout simplement perdu ses repères. On rappelle quand même que depuis tout petit, il adorait le jeu d'acteur, la musique et tout ça, qu'il est allé à l'université pour pouvoir se professionnaliser dans ces domaines et qu'il a tout quitté. Donc il a vraiment... En fait, c'est comme si tu avais ton chemin et que d'un coup, il était brisé. Donc je comprends qu'il soit effrayé, qu'il ait peur, etc. Mais pourquoi répercuter ça sur quelqu'un d'autre? La police voulait s'assurer qu'il ne comptait vraiment pas la tuer. Donc ils se sont rendus dans le fameux parc où il l'a agressé et ils ont fouillé tous les poubelles dans le parc pour essayer de trouver 2-3 preuves. Ils vont trouver un rouleau de ruban adhésif. Il contenait le sang de Daniel dessus et ils ont supposé que c'était bel et bien une preuve de son crime. Surtout qu'ils se sont rappelés assez vite qu'en fouillant dans sa maison, il y avait à peu près ce ruban adhésif un peu partout qui réparait des tuyaux ou quoi que ce soit. Donc après ça peut être une coïncidence, tout le monde a le même scotch, je vous l'accorde, mais on sait jamais. Daniel a été arrêté et accusé de l'attaque de Melissa et il a été détenu en attendant son procès. Entre-temps, le détective qui a interviewé Daniel s'est souvenu de quelque chose d'assez spécial et particulier lors de leur petite conversation pendant la paperasse. Il s'est souvenu que Daniel avait mentionné une certaine Jessie et qu'il disait qu'il pensait qu'elle a été violée et assassinée. Sauf que à ce moment-là, l'autopsie de Jessie, elle est même pas finie. Je sais même pas si elle est en cours, sans vous mentir, au moment de l'histoire, au moment-là. Donc personne n'aurait été en possibilité de savoir si elle a été violée ou si elle n'a pas été violée. Pas la police, pas les parents de Daniel non plus. Personne en fait n'avait découvert cette information. Donc pourquoi est-ce que lui il avait dit ça dans une conversation comme ça quand on lui posait une question? La seule personne qui aurait pu savoir ce détail avant autopsie aurait été le tueur. Avec toutes ces informations, la police a eu vraiment de quoi faire afin de pouvoir avoir un mandat de perquisition sur les appareils électroniques de Daniel. Ils vont saisir son ordinateur portable, son téléphone et tout ce qui est connecté et ils vont trouver que Daniel faisait des recherches très approfondies sur les tueurs en série, sur les tueurs de frénésie et aussi sur des sites pornographiques qui sont en rapport avec le bondage, donc le fait d'attacher des gens, etc. Mais surtout, ils vont trouver une vidéo absolument atroce où à l'intérieur on voit une personne torturée, violée et assassinée. Et ce qui est encore plus atroce, c'est qu'on va se rendre compte que le scénario qu'il y a sur cette vidéo est exactement le même que ce qui est arrivé à Jessie. Dans la vidéo, une femme est agressée sexuellement, elle est étranglée, son corps est lavé pour éliminer toute preuve qui pourrait être laissée derrière elle. Je vous rappelle que Jessie a également été étranglée, que son pantalon et ses cheveux étaient mouillés et qu'on a tout de suite pensé au fait qu'on voulait enlever les traces ADN et que selon les dires de Daniel, elle aurait été agressée sexuellement. Le détective va ramener Daniel, parce que là je vous rappelle qu'il est en détention pour l'histoire de Melissa, il va ramener Daniel pour être interrogé, cette fois-ci à propos de Jessie, et on a tous espéré qu'il allait avouer à nouveau, mais cette fois il nie en bloc, il a commencé à s'effondrer, à pleurer, et il a affirmé qu'il avait absolument aucune idée de ce qui était arrivé à son amie Jessie, parce qu'on rappelle que pour le coup Jessie était sa meilleure amie. Les parents de Daniel ont dit à la police que lui et Jessie étaient extrêmement proches, que c'était impossible qu'ils soient à l'origine de ça, ils étaient vraiment collés, serrés depuis des années. Ça a surpris le détective parce que Daniel n'avait pas du tout mentionné une seule fois être l'ami de Jessie. Donc pour les enquêteurs, en fait, ils se retrouvaient juste à quelqu'un qui a agressé Melissa de sûr et qui aurait pu agresser une autre fille, mais on savait même pas si c'était son ami ou pas. Ça se trouve, c'était juste une personne lambda comme Melissa. Lui a dit qu'ils ont commencé à garder leur amitié un peu secrète parce qu'ils avaient flirté ensemble et qu'au final ils sont restés amis, mais que lui avait une petite amie, donc il voulait pas trop que tout le monde sache qu'ils étaient amis pour pas que ça fasse du bruit, etc. Bref, moi j'y crois pas trop. On lui a demandé où il était le matin du meurtre de Jessie et il a dit qu'il faisait ce qu'il faisait toujours, donc qu'il allait au travail. Donc il prenait la voiture, il faisait des tours dans les parcs ici et là, et il est allé à un parc qui s'appelle le Woodland Park, et il a passé du temps là-bas, lisant et essayant d'écrire un livre. Ce sont ses dires, au détective. Le détective lui a posé des questions sur ce livre, et laissez-moi vous dire ce qu'il a répondu. Il s'agit d'une série de livres, le nom du personnage principal est Jessica, et elle va finir par être assassinée. Cette information qui, certes, sans tout le reste, aurait été juste une information, mais plus tout le reste, ça a totalement rendu Daniel coupable du meurtre parce que là il y avait trop de preuves en fait. Mais croyez-le ou non, Daniel n'y est toujours. Plus le temps avançait, plus il commençait à se mettre sur la défensive et à se mettre en colère.
Il a dit au détective qu'il les mettait vraiment mal à l'aise, qu'il le traitait comme un suspect, et il a demandé que son avocat soit présent à partir de ce moment, sinon il ne répondrait plus à rien parce qu'il ne voulait pas le faire. Mais moi ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que pour Melissa il n'y avait pas tant de preuves et il a avoué tout de suite juste pour l'histoire du travail, alors que là on a absolument toutes les preuves du monde et il nie en bloc. La police va aller plus loin dans leurs recherches et pour une fois, je le souligne, la police a vraiment cherché de fond en comble, ils ont utilisé leurs intuitions et tout, donc merci, mais la police a décidé de vérifier les images de vidéosurveillance du parc où il prétendait être et effectivement il était là à 10h du matin. Mais c'est pas parce qu'il était là à 10h du matin qu'il aurait pas pu tuer Jessie avant ou après et aller dans le parc avant ou après. Donc la police s'est dit, avec Melissa on a retrouvé des choses dans les poubelles, allons fouiller les poubelles de ce parc. Ils ont regardé dans toutes les poubelles pour voir s'il y avait jeté des preuves comme la première fois et une fois de plus on trouve quelque chose. Dans l'une des poubelles il y avait une boîte en céréales, ok, lambda. À l'intérieur de cette boîte de céréales elle était remplie de serviettes en papier. Dessous cette serviette en papier il y avait une corde, un bâillon de balle et des lingettes à alcool. Et la corde correspondait très étrangement et comme de gouttes d'eau à celle qui a été enroulée autour de la gorge de Jessie. Avec tout ça, la police retourne chez Daniel et retourne fouiller et ils trouvent un morceau de corde qui a été un peu coupé. Ils vont se rendre compte que c'est exactement la même, donc preuve en plus, mais la police a également fait une deuxième fouille dans la chambre de Jessie où elle a été retrouvée morte et ils ont trouvé un rouleau de ruban adhésif sous son lit qui était le même ruban adhésif avec le sang de Melissa. Je sais pas si vous vous rappelez, je vous l'ai expliqué un petit peu juste avant, et ce ruban sous son lit avait également les empreintes de Daniel dessus. Ça faisait vraiment trop de preuves. Donc ils ont trouvé l'ADN de Daniel sur tous les objets trouvés, mais il y avait aussi l'ADN de Jessie qui est apparu. Et en fait, vu les éléments qu'il avait donnés à la police au tout début de l'interrogatoire sur Melissa, donc par rapport au viol, ils sont retournés vérifier le corps de Jessie et effectivement, ils ont retrouvé l'ADN de Daniel sous ses ongles. Donc on a pu confirmer que Daniel avait violé Jessie, comme il l'avait dit. Le procès commence. Daniel nie toujours tout ce qui lui est reproché, mais maintenant son innocence, enfin personne n'y croit parce qu'il y avait vraiment des preuves très lourdes, même écrasantes contre lui. Les parents de Jessie ont été tellement choqués lorsqu'ils ont compris que la personne qui leur a retiré leur fille, littéralement, était Daniel. Je rappelle qu'ils étaient amis depuis la première année du lycée, qu'ils ont traversé toutes les années lycée ensemble, l'université un peu, que l'été d'avant ils étaient encore super proches, qu'ils jouaient ensemble, qu'ils faisaient du piano ensemble. C'était vraiment une amitié très très forte et liée, à tel point où ils ont même survécu au fait de se mettre en couple, et puis non. Donc les parents étaient tellement choqués d'apprendre ça. Ils le défendaient tellement au début de l'affaire, ils disaient qu'il n'y avait aucun moyen et c'était absolument pas possible que Daniel soit le tueur. Ils disaient que la police était vraiment sur la mauvaise personne et qu'il faut chercher un coupable ailleurs parce que Daniel n'aurait jamais pu faire ça. Et même après le procès, la mère de Jessie, et j'ai envie de dire qu'en fait ça reflète qui Jessie était, mais la mère de Jessie dans je sais pas, dans une bienveillance où elle est tellement humaine ou je sais pas, mais elle a dit après le procès, donc une fois que le procès est passé et que toutes les preuves étaient là, elle a dit que si c'est Daniel qui l'a fait, donc déjà si c'est Daniel qui l'a vraiment fait, elle pense que quelque chose d'horrible se serait passé dans sa tête ou quoi que ce soit, mais que ça n'aurait pas pu être délibéré. Et moi je vous le dis, je pense que ça rejoint les larmes qu'il a eues dès qu'on lui a dit le nom de Jessie, parce que quand tu pleures, je pense que tu t'avoues à toi-même quelque chose, donc là, à ce moment-là, je pense, enfin du moins dans cette situation, hein, mais je pense qu'il a pleuré pour ça, et comme je vous l'ai dit, le fait de sortir de l'université, de perdre tous ses repères, c'est ce qui l'a fait un peu tourner maléfique, j'ai envie de dire, ou méchant et mauvais, et je me dis que tout est peut-être tout simplement lié ensemble, et qu'en effet, ce n'est certainement pas une mauvaise personne, surtout que c'était vraiment le rigolo de la bande, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je pense qu'il y a juste eu un moment où ça a vrillé. Finalement, Daniel a été condamné à la prison à perpétuité parce que le juge avait l'impression qu'il pourrait recommencer de manière assez probable. Parce que je vous rappelle qu'il était extrêmement déterminé, c'est quelque chose qu'il a dit lui-même, à blesser, à violer et à tuer quelqu'un. Rappelez-vous, il voulait faire peur aux autres à tel point lui était effrayé, et encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui est faisable. Parce que si vous voulez voir ça avec du recul, il a essayé 2 fois en 2 jours de détruire la vie des gens, donc qu'est-ce qui l'empêcherait de recommencer sur 1 année, 2 années, 3 années s'il l'a déjà fait 2 fois en 2 jours. D'ailleurs, dernière information, en 2017, il a essayé de faire appel de sa peine au motif que la police ne lui avait pas assez bien expliqué ses droits. L'appel a été bien sûr rejeté et aujourd'hui, il est toujours derrière les barreaux. Voilà tout le monde, c'était donc tout pour l'histoire très très triste de Jessie, mais aussi Daniel. Enfin personnellement, si vous voulez mon avis, je trouve que même s'il a tué quelqu'un, donc ça c'est totalement horrible et comme vous voyez il est jugé pour ça, mais je trouve que
il était pas bien, donc ça n'excuse pas du tout l'acte. Je pense que ceux qui nous suivent comprendront ce que j'essaie de dire. Je pense que ceux qui ne nous connaissent pas diront « Oh là là, on glorifie le tueur », mais pas du tout. Mais je pense qu'on peut essayer aussi de le comprendre dans le sens où il avait vraiment quelque chose de tracé et un avenir tout tracé. Il savait ce qu'il voulait faire et il s'est dit « Mais en fait, c'est pas du tout la voie que je veux ». Tout s'est effondré, il a été effrayé et en fait, je pense qu'il a réagi sauvagement et qu'en étant effrayé, il a voulu que les autres comprennent ça, mais il est allé jusqu'à tuer des gens. Et si on écoute son histoire, il dit qu'il ne voulait pas tuer Melissa, qu'il voulait juste lui faire peur. Et peut-être qu'à côté de ça, bah, vous savez, comme on vous l'a déjà dit dans plusieurs histoires de tueurs en série, non pas que ça en soit un, quoique peut-être qu'il a juste été arrêté avant d'en devenir un, mais tout ça pour dire que peut-être qu'après il a eu soif de recommencer et tout ça. Je sais pas, je ne cherche pas à l'excuser, je ne l'excuse pas, je cherche juste à comprendre comment est-ce qu'on peut passer du rigolo de la bande avec des très très bonnes notes à un très bon comportement, etc., à un tueur presque en série. C'était mon avis par rapport à cette vidéo, j'attendrai évidemment le vôtre dans les commentaires. N'oubliez pas de liker cette vidéo en masse, c'est le seul moyen que vous avez pour nous faire remonter dans les algorithmes. Pour les nouveaux et nouvelles, vous pouvez vous abonner juste en dessous, c'est un clic pour vous, mais c'est un énorme soutien pour nous. Les vidéos en duo arrivent, normalement vous en avez une pour Noël si tout se passe bien, sinon elle sera juste décalée en janvier. En ce qui me concerne, je vous laisse là, j'espère que ce récit a pu vous plaire et je vous dis à dans 2 jours pour une nouvelle histoire horrifique.